Bonjour et bonjour à tous. Cher Sylvain, l'été passe, il était important et on en avait convenu ainsi que si vraiment quelque chose d'essentiel venait à faire basculer, entre autres le conflit en Ukraine, vous nous feriez le bonheur et le plaisir de revenir échanger avec nous. C'est le cas, on peut le dire, avec le sommet d'Alaska et puis avec ces rencontres à Washington. Peut-être déjà une analyse globale de la situation avant de petit à petit de décliner tous ces sujets, mon cher Sylvain. On a entériné la situation générale de cette guerre par la réalité. Hein. Le mur du réel a été, je dirais, enregistré par tout le monde, avec plus ou moins de difficultés pour certains de ce côté-ci du monde. Mais voilà, Donald Trump a bien compris qu'il ne tordrait pas le bras des Russes, que c'était terminé. Il a bien compris qu'il ne pourrait pas tordre le bras des amis de la Russie ou des partenaires économiques de la Russie. Donc c'était terminé aussi ce genre de choses et qu'il fallait bien maintenant convenir d'une paix aux conditions posées par la Russie depuis je ne sais plus combien de mois, tellement on les compte. Je crois que la dernière fois où Vladimir Poutine avait reformulé très clairement ses conditions de démarrage d'une négociation, c'était au mois de novembre dernier, mais je peux me tromper parce qu'il y a tellement eu de rappels, de piqûres de rappels qui sont tombés dans l'oreille d'un sourd au départ on peut facilement se tromper. Mais en tout cas, alors ce qui était bien, c'est que les Russes ont eu le sens du spectaculaire, puisqu'ils ont déclenché une opération militaire d'envergure la semaine dernière, juste avant cette réunion en Alaska, pour bien montrer qu'ils étaient aussi les maîtres de la situation militaire sur le terrain et qu'il fallait absolument pas se planquer derrière son petit doigt et des analyses au rabais selon lesquelles les Russes grignoteraient, que ceci, que cela, et que ça n'aboutirait jamais. Certains ont osé, et je pense que là-dessus, c'est pas à tort, comparer cette affaire à une espèce de Yalta, alors en 2 temps au lieu de le faire en un seul temps. Mais de toute façon, ce qui s'est passé hier, c'est un second temps pour le camp des perdants, finalement. C'est-à-dire, c'est la session de rattrapage. La grande session a eu lieu en Alaska. Alors, il faut ajouter à tout ça quand même le fait que Vladimir Poutine sait qu'il est entre guillemets, poussé, soutenu à la fois par la Chine, à la fois par l'Inde, qu'il n'est pas tout seul, que d'ailleurs, concomitamment à ce sommet, on apprend qu'il est invité en Corée du Sud au sommet de l'APEC. Donc, ce qui montre bien que l'isolement voulu par les petits bras de Bruxelles et de Paris tombe complètement dans le vide à l'échelle planétaire, ce dont on avait de toute façon, enfin, on n'avait aucun doute là-dessus. Mais voilà, là, ça s'ancre encore plus dans le narratif. Par ailleurs, on a vu Trump, de son côté, accepter, après une conversation téléphonique avec Loukachenko, de venir en Biélorussie. Tout ça ne peut pas se faire, bien évidemment, sans que la Russie donne aussi son feu vert. Donc, on voit bien à quel point ce qu'il y a entre Brest et le Niémen ne ressemble plus à rien. C'est le pays de l'impuissance, c'est le territoire qui est sorti de l'histoire complètement et qui n'a finalement aucun avenir en autonomie. Voilà la grande leçon. Hein, donc on va avoir des négociations. Alors hier, on nous a dit, voilà, Trump qui va faire de telle sorte à ce qu'il y ait un sommet avec Zelensky et Poutine pour entériner tout ça de manière un petit peu plus formelle. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Russes n'ont absolument pas arrêté les opérations militaires, loin s'en faut. Donc, l'histoire permanente de venir nous dire oui, il faudrait qu'il y ait des gains territoriaux qui soient limités là ou qui soient limités à ci ou à ça. Il faudra juger le jour J où on apposera sa signature en bas d'un document de la situation réelle. Hein. Quant à cette idée complètement faramineusement folle des Européens de dire ah ben non, on ne cède pas de terrain que l'armée adverse n'a pas conquis. Ah bon? Ah bon, en 1918, l'armée allemande, elle n'a pas cédé toute l'Alsace-Moselle à l'armée française sans que les Français aient à combattre pour reconquérir Strasbourg. Si, ma bonne dame. Hein, donc, il n'y a pas de raison qu'on ne recommence pas
quelles que soient les conséquences aujourd'hui, enfin les causes du conflit, la possibilité de dire qu'une armée se retire et que l'autre va conquérir sans combattre le territoire en question dont on se sera retiré, c'est tout à fait envisageable. Il ne faut pas nous présenter ça comme étant quelque chose qui sortirait comme ça ex nihilo de la tête de Vladimir Poutine. C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui entérine une situation qu'on a cessé de décrire, c'est-à-dire que l'Ukraine a perdu. Ça entérine aussi que les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont désarrimé complètement l'Europe occidentale de la Russie, puisque on a vu Vladimir Poutine et Trump ont été capables de s'entendre sur un volet que je n'ai cessé d'évoquer, tout comme l'ami François Martin, à savoir le pétrole. Les grands soutiens financiers de Donald Trump à ses campagnes électorales, c'est les grandes entreprises pétrolières américaines. Que fait Vladimir Poutine pour manifester sa bonne volonté sur le plan économique? Il signe un décret qui favorise le retour d'Exxon dans le projet Sakhalin 1 en Russie. Et donc, on va voir la normalisation. On savait déjà, on l'avait évoqué à de nombreuses reprises, que tous les échanges économiques stratégiques, notamment autour du nucléaire civil américain, se poursuivaient. C'est-à-dire que l'uranium arrivait de Russie en permanence pour que les centrales américaines continuent de tourner. Il y avait eu même des histoires de turbines en 2023, si ma mémoire est bonne, qui avaient été livrées. Donc là, on redémarre les grandes activités, le grand partage des richesses avec la problématique du pétrole. Et puis nous, on est les dindons de la farce complet. Donc, on n'a plus d'énergie à bas coût puisqu'on s'est coupé des Russes, qu'on a laissé Nord Stream être détruit alors que c'est un acte de guerre sans réagir, etc. D'ailleurs, un petit truc important, le dernier officier ukrainien qu'on a pointé du doigt, officier supérieur ukrainien, qu'on a pointé du doigt comme étant responsable de l'exécution de l'opération de Nord Stream, a été retrouvé mort la semaine dernière dans des circonstances qui laissent entendre qu'il a été éliminé. Comme par hasard, quand on arrive à la fin de la farce, on commence à voir ce genre de choses arriver, c'est-à-dire que les témoins sont éliminés les uns après les autres. C'est à noter. Et semble-t-il, il n'a pas été éliminé par les Russes. Bref, faut le rappeler. Donc nous, on a été désarrimés, c'était la volonté américaine de la Russie et de son énergie à bas coût. Donc les Américains sont gagnants sur ce point-là. Ils sont gagnants sur le fait que grâce à Donald Trump, si demain d'aventure les Européens voulaient encore armer l'Ukraine, ce sera encore à notre détriment, puisque là on parle maintenant de garantie de sécurité à 100 milliards de dollars. C'est Nicolas qui paye, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, on est complètement, on a tout perdu dans cette histoire. Je ne parle même plus de notre crédibilité à l'international parce que là, c'est abyssal. On a vraiment perdu la face aux yeux du reste du monde. Plus personne ne va faire confiance à l'Union européenne. On a vu encore avant l'arrivée de Madame van der Leyen dans le bureau ovale pour se faire dépouiller en notre nom, qu'elle avait été reçue de manière encore plus déshonorante pour elle et pour l'Union européenne en Chine. Donc voilà, on n'est plus rien. On n'est vraiment plus rien. Aujourd'hui, les accords, je rappelle que il y a un autre élément qu'il faut bien noter dans les grandes, c'est pour ça que je dis ça, il y a le temps en plusieurs temps. Il y a un autre élément qui est monumental dans ce qui va se passer dans quelques semaines, c'est que le Premier ministre Modi va arriver à Pékin. C'est-à-dire que le règlement des questions diplomatiques qui pèsent entre la Chine et l'Inde depuis des décennies va être réglé entre ces deux puissances. L'une étant légèrement en déclin sur le plan démographique, l'autre étant dans une explosion démographique incontrôlée d'ailleurs, il faut le souligner, mais néanmoins, l'Inde a le vent en poupe, notamment dans le domaine informatique, il faut le souligner, ce qui expliquait pourquoi leur ministre des Affaires étrangères était présent à l'inauguration à l'investiture de Donald Trump. Mais voilà, on est en train d'assister à ces choses-là, c'est-à-dire que nous, on ne compte plus pour rien parce que nous sommes devenus rien. Voilà, c'est la poussière là. Tiens, tu mettras le pourboire là pour les gens là qui en plus d'un point de vue humain sont ridicules. C'est-à-dire que là, dans l'abject,
Je rappelle que de tout ce que nous avons vu ce week-end dans l'abject, c'est passé un peu inaperçu sur les canaux d'information, même de la résistance, c'est les photos de cette ordure de Boris Johnson à la plage, hein, qui se goinfre. Oui, oui, oui. Alors qu'il y a peut-être aujourd'hui entre 650 000 et 700 000 morts du côté ukrainien qui se goinfrent, qui est encore plus bedonnant que moi, etc. Hein, donc, nettement plus, mon cher Sylvain. Rien à voir. Voilà où nous en sommes. L'image que nous renvoyons, on pourrait la résumer à ça, c'est celle d'un gros mollusque échoué sur une plage, hein, qui a envoyé à la mort des millions d'hommes pour ses petits intérêts personnels et ceux de la City de Londres, et puis pour la ruine de ce continent, enfin de cette partie du continent. Donc voilà, nous en sommes là. Et notre avenir n'est pas brillant du tout, puisque alors il va falloir voir comment cette défaite, parce que ça va quand même donc à la fin être une défaite. Alors on peut essayer de l'habiller, on peut essayer de l'encadrer de toutes les manières possibles, imaginables, comme on essaye désespérément de le faire, mais à la fin ça va être une défaite. Et donc, il va falloir voir comment les hommes politiques responsables de cette défaite, ici, notamment en France, vont finir ou non par le payer au prix qu'ils méritent de le payer, parce qu'on est vraiment arrivé très, très bas. Et quand je vois encore des Thierry Breton qui sont invités sur les plateaux télé, un monsieur 1 million d'obus après être monsieur, je sais plus quelle est la dernière entreprise qu'il a ruinée, mais enfin bon, bref, voilà, comment ces gens-là peuvent-ils encore se présenter à nous? Puis alors, bien évidemment, tous ceux qu'on a vus déployés sur les plateaux télé dans la soirée de vendredi, de samedi, d'hier, pour nous raconter n'importe quoi, complètement à côté de la plaque. Enfin, voilà, on est dans la fin d'un cycle de naufrage qui doit nous permettre, je l'espère, de passer à autre chose, quels que soient les moyens d'y passer d'ailleurs. Mais il faut passer à autre chose, parce que là, c'est un pourrissement qui est très long, qui est très désagréable et qui a un peu cette sensation de coller à la peau. C'est dur, c'est très dur. Alors, on annonce une rencontre entre Poutine et Zelensky, des positions qui sont ou non irréconciliables, selon toi, entre d'un côté les Ukrainiens et de l'autre côté les Russes? Alors, moi, quand on me dit ça, déjà, c'est pas dans des communiqués très officiels, si j'ai bien compris. Ce matin, c'est Merz qui dit, voilà, on va faire, etc. Alors, c'est pas du tout reconnu, ce n'est pas du tout validé pour l'instant par, par le côté russe. Excusez-moi d'être vulgaire et simple, mais la parole d'un Bosch, ça vaut rien. Voilà. Et surtout de la part de celui-là. Voilà, donc j'en ai rien à faire de ce que dit Merz là-dessus, parce que j'y crois pas vraiment. Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à s'afficher, hein, parce que là, par contre, si quelqu'un a besoin de s'afficher avec Vladimir Poutine pour redorer son image et puis redorer son illégitimité, essayer de la faire un peu passer à la trappe, c'est Zelensky. Hein, donc, je ne crois pas du tout à cette histoire, d'autant plus que la position russe, pour le moment, n'a absolument pas évolué. Poutine l'a répété. Zelensky n'a plus aucune légitimité. C'est d'ailleurs intéressant de noter que, du coup, que dit Zelensky? Ah, bah, s'il y a la paix avec les Russes, je veux bien qu'il y ait des élections. Ah oui. Ben, tiens, c'est marrant. Là, déjà ça a changé. Hein, et puis que par hasard, tiens, peut-être que ces élections, si elles ont lieu, on pourrait aussi réviser la constitution ukrainienne, hein, de telle sorte à ce qu'on puisse céder des territoires. Hein, quand je vois tous les gens qui se focalisent autour de cette question de constitution qui empêcherait de céder des territoires, je suis pas un ancien partisan de l'Algérie française, mais vous avez oublié ce qui s'est passé en 62. On peut réviser la constitution et on peut du coup décider par référendum, il y a plein de moyens d'amender une constitution qui par défaut généralement parle de l'indivisibilité du territoire. Hein, c'était ce qui était écrit en 1945-46 dans la constitution de la 4e République, ce qui est encore écrit aujourd'hui, je le rappelle à tous les fanatiques de l'indépendance de tel ou tel territoire d'outre-mer. L'histoire est claire, la France est un territoire indivisible et pas seulement la France métropolitaine.
Voilà. Et donc, si demain, il faut changer les choses, nous, on vient de le voir avec la Nouvelle-Calédonie, on a fait des référendums, ils ont été acquis en termes de vote sur le fait de maintenir ce territoire dans la France. Eh bien là, on peut faire la même chose en Ukraine. Il n'y a pas besoin de nous dire, là encore, cette histoire, ah oui, mais il y a la guerre, on ne peut pas faire des élections. Je rappelle le précédent irakien, sous la botte américaine. L'Irak a été capable de mener des élections et à l'époque, je n'ai vu personne parmi ceux qui aujourd'hui nous disent que c'est impossible pour l'Ukraine dire que les élections qui ont eu lieu en Irak étaient illégitimes. C'est ça qui est très drôle, c'est que tous les petits nafos qui viennent nous dire « Ah bah oui, mais on peut pas faire d'élection quand il y a la guerre, espèce de salopard de pro-russe », pourquoi vous avez rien dit quand les États-Unis ont contraint l'Irak à mener des élections pendant que l'Irak était en guerre civile occupé par l'armée américaine? C'est bizarre. Là, ça vous dérangeait pas et les élections étaient légitimes. Donc voilà, toutes ces histoires de deux poids, deux mesures, c'est pareil. Et puis il y a surtout le fait que la Constitution prévoit que si l'élection présidentielle ne peut pas avoir lieu, c'est le président de la Rada qui doit assumer les fonctions de président et certainement pas M. Zelensky qui ne devrait pas être là où il est actuellement si on respecte la Constitution. Voilà, il y a aussi cet élément-là et le fait que ça ne soit pas respecté, c'est pareil, ça ne gêne personne, parce qu'il faut jamais oublier que dans toute cette affaire, Zelensky, lui, il est en train d'essayer de sauver non pas l'Ukraine, c'est trop tard, c'est foutu, mais il est en train d'essayer de sauver son clan, et tous les gens qui sont accrochés à son clan. Évidemment. Et qui profitent de tous les détournements de fonds qui ont lieu depuis des décennies, enfin plus d'une décennie maintenant, puisqu'on sait que depuis 2014, le clan au pouvoir à Kiev s'en met plein les fouilles. Alors avant, c'était Poroshenko, maintenant c'est le clan de Zelensky. Et c'est pour ça que les autres clans voudraient revenir ou voudraient prendre la place de Zelensky. C'est certainement pas pour sauver l'Ukraine, c'est pour être à la place de Zelensky et encaisser. Bon, voilà. Mais on est donc dans une situation, je ne sais pas si pour les Russes, ça a un intérêt quelconque de rencontrer Zelensky. Et pour moi, tout ça, c'est de la com, c'est pour dire, finalement, regardez, on a quand même obtenu quelque chose hier, parce qu'à la fin, on n'a rien obtenu du tout. Moi, je le disais, les Dalton, hier, se sont pointés à la Maison-Blanche avec ma Dalton pour se prendre une rouste. La seule chose intéressante, c'est un peu paradoxal, c'est le Finnois qui l'a balancé à la face du monde. Le Finnois, il a rappelé que son pays avait eu maille à partir avec l'Union soviétique une première fois en 1939 et puis ensuite en acceptant de repartir à la guerre contre l'Union soviétique en 1941 et que à la fin, ça s'était soldé par une perte de territoire, qu'il avait pourtant une frontière immense terrestre avec l'Union soviétique d'alors, et que, bon an, mal an, ça n'avait pas empêché la Finlande d'exister à partir de 1944 et de se développer. Donc, en gros, il a rappelé que, historiquement parlant, oui, on peut se retrouver dans une mauvaise posture avec le voisin soviétique ou russe, mais qu'on peut toujours trouver une solution, et que c'est pas parce que l'Union soviétique avait réglé le problème de la Finlande qu'elle s'est lancée dans la conquête de l'ensemble des territoires scandinaves derrière en agressant qui la Norvège ou la Suède. Pas du tout. Je rappelle que la Finlande, son territoire, est devenu indépendant en 1919 et qu'avant, c'était la Russie tsariste. Alors quand les gens sont là à dire « Ah oui, les Russes, les Soviétiques », oui, mais d'un seul coup, ils ont des espaces territoriaux. La Finlande a connu, il faut bien que les gens le comprennent, la Finlande a connu un destin au départ qui est semblable à celui de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en 1919, des patriotes finlandais ont dit « Nous, on en a marre du tsar, on en a marre d'être sous la tutelle du tsar, on va devenir indépendant, comme l'Ukraine. » Voilà. Et là, les Soviétiques ont fini par laisser faire parce que c'était trop compliqué pour eux. Il y a eu une guerre civile en Finlande. Ils ont essayé d'en tirer profit parce que c'est le vrai voisin de la capitale de l'époque, qui est Saint-Pétersbourg. Donc, c'était une menace vraiment très importante. Et ils ont fini par abandonner. Et puis, en 1939, Staline, conforté par le pacte de non-agression avec Hitler, a dit, bon, là, on va essayer quand même de récupérer certains territoires pour éloigner la frontière finlandaise de Saint-Pétersbourg, parce que c'est quand même un problème de les avoir à nos portes. Et je rappelle pour tous ceux qui pleurent toujours sur le sort des Finlandais, il y a bien eu une agression soviétique en 1939, c'est indéniable. Ça les a pas empêchés de participer au siège de Saint-Pétersbourg-Leningrad
qui a duré 900 jours et qui a fait plus d'1,5 million de morts. Hein, voilà. Donc la gentille Finlande à d'autres. Bon, là, on peut revenir peut-être quand même une fois encore, pour histoire de rire un peu, sur la position des Européens. Tu disais, ils n'existent pas, ils n'existent plus. Et pourtant, ils veulent le maintien de cette situation. Ils veulent une situation à la coréenne. Ils préféreraient que la guerre perdure. Macron a dit, je ne crois pas une seconde en la volonté de paix de Poutine. C'est une inversion accusatoire classique chez ce pervers qui dirige la France depuis plus de 8 ans maintenant. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Européens sortent de l'histoire aujourd'hui ? Oui, moi je le rappelais hier, l'Europe en tant que continent est sortie de l'histoire à partir du 28 juin 1914 et l'attentat de Sarajevo. Voilà, c'est un processus qui a commencé à ce moment-là et on continue de le vivre. Il y a eu des moments de résurgence de temps en temps d'une espèce de volonté de puissance chez les uns, chez les autres, mais qui n'a jamais abouti, soit dans la guerre, soit dans la paix, puisque même ce que nous a légué le général de Gaulle est en train d'être démantelé point par point par des ordures comme Macron et puis ses prédécesseurs. Il ne faut pas les oublier non plus, eux. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui est globalisé. Alors il y a toujours des gens qui sont là avec un certain courage, je pense à Fico, à Orban, qui essayent toujours de dire on est encore autre chose, on pourrait être autre chose. Mais tout ça, malheureusement, c'est de l'incantation, parce que dans la réalité des faits, économiquement, culturellement, militairement, on n'est plus rien. Hein, alors oui, il ne faudrait pas grand-chose pour nous réveiller, mais malheureusement, on est maintenu dans un état de dépendance léthargique à tout un tas de bêtises qui nous empêchent finalement de nous fédérer et de reprendre en main notre destin. Puis comme on n'a pas eu de cesse d'en parler ici, on façonne des générations entières d'abrutis par le biais de la déséducation nationale, donc ça n'aide pas. Hein, et puis toute personne qui tente un petit peu de relever la tête, on le couvre d'opprobre, on le cornérise. Enfin bref, c'est toujours la même méthode. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc oui, on est sorti de l'histoire. Il reste aujourd'hui, à l'issue de ce grand Yalta, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique. L'Inde, peut-être un jour, décidera de prendre son destin en main pour s'affirmer aussi, non pas simplement comme une puissance économique mondiale et une puissance militaire et politique régionale, et voudra franchir le stade, mais c'est pas dans l'ADN de l'Inde. Hein. D'ailleurs, c'est pas non plus dans l'ADN de la Chine, parce que la Chine, son hégémon, reste très économique et scientifique ou technique, mais pas. La Chine est un empire qui n'a jamais été dans l'expansionnisme militaire sur de longues distances. Hein. C'est pas l'objectif des Chinois. Eux, ils veulent. C'est un peu un miroir de l'Angleterre dans certains domaines. Ils veulent une réticulation du monde avec des comptoirs un petit peu partout pour assurer qu'ils font du commerce avec tout le monde, mais ils n'ont pas envie de conquérir des espaces. Ça n'a jamais été dans leur ADN. Alors, dans leur espace proche, oui, faut pas leur casser les pieds. Donc là, si vous êtes tibétain, c'est tant pis pour vous. Mais ils n'ont pas envie d'aller conquérir, je sais pas, même avec le Vietnam, ils en ont terminé de leur vieille querelle séculaire. Et ils ont accepté l'idée d'avoir un pays comme le Vietnam sur leur flanc sud. Ils ont aussi compris la leçon en 79. Donc, ils recommenceront plus ce genre d'expérience. Donc, nous, on est complètement sortis. Enfin, voilà. Pendant que ces gens discutaient, bon, on avait donc la lead de ce qui est soi-disant l'élite intellectuelle de ce pays qui était sur les plateaux télé. Donc, on a bien compris que, bon, bah là, il y avait personne. Et puis, on avait des publicités pour nous dire que pour se calmer face au stress, il fallait prendre des tétines de nourrisson. C'est ça le nouveau plan. Bon, ben voilà, c'est terminé. Salut, le dernier qui s'en va éteindra la lumière. Hein, c'est plus la peine de rouler des mécaniques et de se prendre au sérieux quand on est dans ces dynamiques-là. C'est fini. Donc, on est sorti de l'histoire. Ça faisait un moment que la dégradation, puisqu'il n'y a plus de personnages à la De Gaulle nulle part en Europe depuis un long moment. Hein, il y a eu quelques petites secousses
le tremblement de terre post-gaulien, il y a eu un peu de secousse avec Chirac et Schröder qui avaient réarrimé un peu plus Berlin et Paris à Moscou. On a bien vu comment on les a fait tomber pour pas que ça dure. Donc voilà, c'est fini, on est complètement à la ramasse sur le dossier du Proche-Orient. Enfin, il y a plus personne n'a envie d'entendre ce qu'on a à dire parce que de toute façon, on s'est vassalisé à un tel point que même notre maître se fout de nous ouvertement. Hein. Et là, en plus, avec une personnalité comme Donald Trump qui déteste les personnes faibles et les gens serviles, bon, ben voilà, quand on voit encore hier soir, Emmanuel Macron, the best president ever, c'est magnifique. Le gars, il y a toute la terre qui est là. Manu, you are so good, Manu. Mais le mec, j'attendais qu'ils disent à la fin quand même, say hello to your beautiful wife. Hein, mais bon, il l'a pas faite parce qu'elle était un peu déplacée vu qu'il y avait les autres. Mais voilà, quand on voit cet abruti de Van der Leyen qui, au milieu d'une discussion sur l'avenir justement de la paix, de la guerre avec l'Ukraine, vient dire il faudra pas oublier le sort des petits-enfants. Et l'autre qui lui dit mais ferme-la, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, j'attends que Dieudo fasse un sketch où il se met une perruque blonde, mais pas pour faire Paprika, mais pour faire Donald Trump qui dit à l'autre mais ferme-la, quoi. Physiquement, ferme-la. Hein, parce que là, c'est pas possible. Et c'est ce qu'il lui a dit. Non, mais on est là pour parler de choses plus importantes, hein, de la paix et de business. Hein, donc tes histoires avec les 339 enfants là qui ont été enfin identifiés, listés par les services ukrainiens et dont la liste a été remise aux Russes il y a maintenant plus de 2 mois, tu nous fous la paix 2 minutes. Hein, c'est pas, on est en train de parler de l'avenir de toute l'Ukraine. Là, on n'est pas juste en train de parler de cette histoire où toi, tu es encore en train d'essayer de te présenter en chevalier blanc. Mais ferme-la, donne tes SMS sur Pfizer et ferme-la. Hein, si tu veux parler de morale, Ursula, tu donnes accès à tes SMS sur Pfizer et puis tu viendras nous faire pleurer sur les gosses en Ukraine un autre jour. Hein, mais d'ici là, tu la boucles. Physiquement, tu la boucles. Alors, il y en a une autre, Sylvain, qui ne prend pas cher et qui pourrait prendre aussi, parce que finalement, elle est plus que décevante. Enfin, c'est une atlantiste totale. C'est Mélanie. Hein. Mélanie a une position encore plus, aussi belliciste, si ce n'est plus que les autres, si tant est que ce soit possible. Oui, mais Madame Mélanie, moi, c'est ce que j'ai dit à tous les droitards du monde quand elle a été élue, enfin, quand son parti a gagné les élections. C'est une néo-fasciste, c'est ça? Non, non, parce que ça, non, le mot fasciste, non, c'est trop simple. Ou néo-fasciste et tout ça, c'est trop simple. Ces gens-là, elle a été formée par l'Institut Aspen, créé par Madeleine Albright. C'est un agent américain. Hein, et jusqu'à preuve du contraire, le fascisme italien, c'est pas l'ami des États-Unis et c'est pas l'ami. Je veux dire, reprenons un peu l'histoire. Hein, quand Benito Mussolini il a pris le pouvoir en Italie, la première chose une des premières grandes mesures qu'il a pu prendre, c'est d'effacer la dette italienne en disant la dette, j'en ai rien à foutre, moi les banques, tout ça, je veux plus en entendre parler. Mon pays, il est libre. Donc ça, c'est une attitude qui n'est pas celle de Madame Mélanie en termes de dépendance à la grande finance internationale et à ses sbires. Hein, donc, galvauder le mot de fasciste avec ces gens-là, ça commence à bien faire. Non, mais elle l'est par le fait qu'elle appartient à ce parti fasciste, c'est tout. Ça, c'est un fait. Oui, mais c'est comme les gens qui vénèrent sans comprendre la phalange espagnole telle que l'a mise en œuvre Franco et qui oublient ce qu'était la phalange de Rivera. Hein, et qui pensent que c'est la même chose. Bah, certainement pas. Hein, Franco s'est bien frotté les mains que Rivera soit assassiné par les républicains espagnols. Hein, parce que si ça n'avait pas été le cas, il aurait eu beaucoup plus de mal à faire ce qu'il a fait de la phalange. Donc, encore une fois, il y a les mots et puis il y a les réalités idéologiques et les idées. Alors oui, Madame Mélanie, elle est dans un parti néofasciste qui est complètement… Si on regarde l'histoire de ce qu'ont été les années de plomb en Italie, les néofascistes italiens sont devenus les petits soldats de la CIA. Bravo en termes d'indépendance italienne, de grandeur de l'Italie, etc. Hein, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ces gens-là travaillaient réellement, pas dans le bon sens forcément à chaque fois, pour l'indépendance de leur nation. On pouvait être d'accord ou pas sur les solutions qu'ils prenaient, mais au moins c'était d'honnêtes patriotes. Ça, on ne pouvait pas leur enlever.
même si ça pouvait être des idiots sur tel ou tel aspect de la politique, mais au moins ils bossaient pour l'intérêt de leur pays. Les néofascistes italiens, ça fait depuis 1944 que les mafieux italo-américains ont débarqué avec l'armée américaine en Sicile, qui sont devenus les outils de la CIA. Et on l'a vu pendant les années de plomb. Qui a servi de relais à la CIA en Italie, sinon tous les mouvements néofascistes italiens, Gladio, en étaient gangrénés. Donc voilà, et des types qui étaient en plus, ce qui est terrifiant, ces types-là en plus étaient attachés ou avaient même pénétré la maison de Savoie, la maison royale de Savoie. Voilà, donc tout ça c'est du folklore aujourd'hui. Le fascisme, il est mort en 1945, le nazisme, il est mort en 1945. En tout cas, c'était une porte d'entrée pour la CIA en Italie, indéniablement. Bien évidemment. Mais j'invite les gens. Alors, Mélanie, justement, elle est dans une position juxtaboutiste même par rapport à... Oui, parce que mais faut bien qu'elle essaye d'exister, la pauvre dame. C'est comme tout ce qu'elle fait avec l'immigration, avec ses grandes annonces. On a fait ci, on a fait ça, on a réussi à pas prendre telle ou telle centaine d'immigrés clandestins. Puis à la fin, on apprend que au-delà des annonces, hop, tiens, t'as oublié de nous dire quelque chose, Mélania. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là avec la Cour de justice européenne qui a dit les immigrés que t'as foutu dehors, il faut les faire revenir. Bon, voilà, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle elle fait des grandes annonces en disant oui, les immigrés peuvent plus rentrer en Italie. Bon, tout le monde est là, ouais, regardez, il faut suivre son exemple. Et puis, ce qu'on nous dit pas, c'est que 3 semaines après, la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, je sais pas laquelle des deux ou les deux en même temps, disent oh, tu reviens là, tu reviens là. T'es pas la Coupe du Monde de foot, là. Tu fais pas ce que tu veux avec l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide ici. Donc maintenant, tu reprends les immigrés que tu étais prêt à foutre dehors. Tes solutions de les mettre en Albanie, on n'en veut pas, etc., etc. Et puis surtout, pour masquer les chiffres d'entrée d'immigrés clandestins illégaux, on a contraint les Italiens à les régulariser. Donc du coup, on nous dit, regardez, il n'y en a pas beaucoup. Oui, vous les avez régularisés en masse. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il y a rien, quoi. Voilà, Madame Meloni fait ce que l'Union européenne lui dit de faire. Voilà. Elle n'a aucune autonomie. Si on veut la comparer, elle est comme Mussolini à partir de 1940. Elle peut plus rien faire sans l'autorisation du Reichsführer. Sylvain, donc, tu ne crois pas, toi, du tout dans une rencontre entre Poutine et Zelensky dans les semaines à venir. La guerre va se poursuivre et les buts de guerre être renforcés du côté russe, qui, après tout, sur le terrain, a l'avantage, clairement, actuellement. Alors, moi, je dis pas, tiens, demain, va pas y avoir dans les échanges diplomatiques quelque chose qui fait que les Russes précise, en effet, diront oui, et puis que je sais pas si Zelensky demain il dit bon, allez, on va se retirer du Donbass, et puis effectivement on accepte la proposition. Mais ça, il le fera pas. Voilà, donc si ça arrivait, voilà, donc si tant que ça n'arrive pas, Poutine ne le rencontrera pas. Et puis pendant ce temps-là, comme c'est le cas depuis hier soir, l'un des grands réseaux de défense, du Donbass, qui est Konstantinivka, est attaqué directement depuis hier. Les quartiers sud-est de la ville sont maintenant l'objet de combats de haute intensité avec l'armée russe. Voilà, continuez les gars, continuez. Il n'y a pas de problème. L'armée russe est en train de faire le boulot. Comme le disait tout à l'heure Jacques Beau, la situation de l'armée ukrainienne est absolument catastrophique. Et tous ceux qui nous disent, oui, mais vous nous dites que c'est catastrophique, mais ça s'arrête pas. On est désolé, on aimerait, en toute raison, en tant qu'observateur spécialiste d'histoire militaire, que le gouvernement ukrainien arrête de sacrifier des millions d'hommes inutilement. Parce que, en toute logique de ce qu'on a vu précédemment dans l'histoire militaire, à part avec le Troisième Reich, on n'a pas d'État qui est capable de sacrifier sa population à ce stade-là, d'habitude. Donc on se dit, oui, ça va finir par s'effondrer. Et ça ne s'effondre pas parce qu'on continue d'injecter toute la jeunesse d'un pays pour qu'il crève. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est dans l'irrationnel. Et nous sommes des gens rationnels, et donc on n'arrive pas à admettre que ça puisse arriver. Parce que c'est pas ce qu'il faut souhaiter. Et malheureusement, les gens qui sont en face, quand on voit, puisqu'on ne s'est pas vu cet été, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont vu ces images, on en est arrivé, alors il y a des résistances de plus en plus manifestes
contre les gens du TCC. Les Russes ont trouvé la bonne idée, très intelligente, maintenant de cibler les bureaux du TCC avec des drones et des missiles. C'est comme ça, les Ukrainiens comprennent de quel côté est la Russie par rapport à leur père, leur fils qu'on veut emmener au combat. Et puis surtout, on a vu des scènes désespérées il y a 3 semaines. Un type, donc il avait prévu son coup. Il savait qu'il était probablement un jour, il allait se retrouver face aux gens du TCC. Il s'est retrouvé avec 2 grenades dégoupillées dans les mains parce qu'il voulait pas partir. Il a dit, je préfère mourir ici en homme libre plutôt que d'aller me faire tuer pour Zelensky sur le front. Voilà ce qu'il faut voir aujourd'hui en Ukraine. Il faut voir le nombre de femmes, de mères maintenant qui se précipitent, de voisins dans les quartiers, qui se précipitent sur les gens du TCC pour permettre aux leurs, à ceux qu'ils aiment, de ne pas être embarqués. Le nombre de gars du TCC qui se font maintenant taper dessus. Et je pense que dans peu de temps, si ça continue encore, on en verra, ils ne se feront pas taper dessus. Ils vont se faire descendre. Parce que pour le moment, ça se joue à coups de poing. Mais là, si ça continue, ça se jouera, les types se feront tirer dessus. Et à un moment, eux aussi diront, est-ce que ça vaut la peine que j'aille me faire tuer pour envoyer un autre mec à la mort en étant payé des clopinettes? Bon, voilà. Donc là, la Russie continue de... alors là, ils ont complètement formaté le front depuis la fin du printemps. Ils ont lancé des opérations offensives. Ils ont fait une opération assez intéressante la semaine dernière. Ils percent le front à un endroit... 15 kilomètres, tout le monde est là, grosse goutte de sueur. Que fait l'armée ukrainienne? On a des réserves. Qui c'est qui est en réserve stratégique? Allô? Comment ça, il n'y a plus de réserve stratégique? Ah ben non, la réserve stratégique qu'on avait, elle est morte à Soudja, dans le saillant de l'oblast de Koursk. Il n'y a plus de réserve stratégique. Mais on n'a même plus une brigade. Ah non, on n'a plus rien. Il faut prendre sur le front maintenant, monsieur. Ah d'accord. Donc les gars ont prélevé des unités ailleurs sur le front. Syrski a été intelligent, il en a prélevé à peu près l'équivalent d'à peu près une brigade ou un bataillon renforcé sur chaque point du front, d'accord? Ils les ont rassemblés là où les Russes avaient fait la percée, ils ont récupéré quelques kilomètres carrés de villages notamment, et c'est tout, Mais du coup, tous les endroits où on a prélevé des unités, qu'est-ce qu'a fait l'armée russe? Elle les a attaqués, ma bonne dame. Donc du coup, ils ont avancé au nord de Kupiansk, à l'est de Kupiansk également, ils ont avancé à l'ouest de Terny, ils ont pris Torskoye, ils ont avancé maintenant, ils ont pris le village clé de la défense nord de Seversk, maintenant ils sont entrés dans les faubourgs de Konstantinivka. Qu'est-ce que vous voulez de plus, chers amis? Voilà, vous l'avez dit, vous n'avez plus rien pour contrer une attaque puissante de l'armée russe. Bon, voilà, vous allez prélever ailleurs, affaiblir ailleurs, et les Russes, eux, en profiteront pour avancer plus fort. C'est tout. Bon, ça va continuer comme ça, parce que là, les défenseurs de Konstantinivka jusqu'à cette percée de la semaine dernière, c'était justement la fameuse unité Azov, le premier corps d'armée structuré autour de la brigade Azov. On les a déplacés, et voilà, les autres, ils attaquent à Konstantinivka parce qu'ils savent qu'il manque du monde. Et maintenant, les Ukrainiens ne peuvent pas les redéployer parce que sinon, c'est Pokrovsk qui va tomber. Les Russes te disent, tu n'as plus le choix que de perdre. Le prochain coup que tu feras, il t'amènera encore à des problèmes plus importants que celui que tu ne feras pas. Voilà. C'est ça. Bon, au moins les choses sont réglées. Du grand Sylvain Ferreira, célébré comme il se doit par le chat. On n'a pas encore terminé, on n'en a pas fini avant de finir notre entretien sur Gaza et le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Et Trump, dans tout ça, il a, lui, une envie évidente d'en finir avec cette histoire de l'Ukraine parce qu'il veut, en début septembre, je crois le 3 septembre, peut-être sera-t-il présent avec la Chine et la Russie sur des cérémonies de fin de Seconde Guerre mondiale, mais aussi peut-être pour commencer à une sorte de Yalta ou de Potsdam. Cette fois-ci, la Grande-Bretagne étant remplacée par la Chine, il a envie, lui est toujours dans l'histoire.
Et les Américains sont toujours dans l'histoire et veulent se projeter dans l'avenir. Et pour ça, il faut en finir d'une façon ou d'une autre dans ce conflit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va continuer à faire pression et obtenir ce qu'il veut ? Ou bien, sinon, toujours cette idée, par exemple celle de Xavier Moreau, longtemps développée, qui est, dans ces cas-là, vous allez continuer à vous battre, mais ce sera sans moi et je ne donnerai plus aucune arme et aucun moyen financier pour aider l'Ukraine. Moi, je pense qu'il finira par obtenir gain de cause parce que, comme le rappelait tout à l'heure Jacques Beau, les Européens, puisque ce ne sont que des T-Rex, grande gueule, petit bras, ils n'ont plus les moyens de faire quoi que ce soit sans lui. Donc là, ils gesticulent, ils s'éclatent à faire ils brassent de l'air, voilà, et puis ils ouvrent leur grande bouche avec leurs petites dents en disant on est là. Bon, mais à la fin, Trump, ça va faire comme avec Van der Leyen, il va lui dire tu prends à ça, sinon c'est plus, et puis tu la boucles parce que de toute façon tu n'as rien à m'opposer. Donc il va les contraindre d'une manière ou d'une autre. Il faudra juste du temps pour que les gens concernés finissent par admettre ça. Mais c'est sûr qu'il va finir par les faire plier. Parce que les Européens, comme le rappelait Jacques Beau et comme on a eu de cesse de le dire ici à de nombreuses reprises, nous n'avons aucun moyen d'aider l'Ukraine militairement. C'est fini. Même là, il y a, je crois pas 3 mois, mais 2 mois, Macron a dit, mais là, j'ai plus rien à envoyer à l'Ukraine. Il n'y a plus de canons, il n'y a plus de munitions, merci Thierry Breton, il n'y a plus de véhicules, il n'y a plus rien. Alors il va dire quoi ? On va envoyer des chars Leclerc, le temps qu'on forme les gars, machin, etc. Oui, bon, allez, à d'autres. Et il le fera pas parce que là, je pense que dans l'armée française, il y a des types qui lui diront écoute, t'es gentil, mais ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est foutu. Et si d'un seul coup les Européens avaient un coup de folie pour dire tiens, dans notre hubris, on va reprendre le dessus et on veut pas comme des gamins capricieux, Trump il lâche la mare et puis c'est terminé. Mais personne ici n'en a envie, il faut pas oublier. Le problème là dans lequel on est sur le plan psychologique, c'est qu'on a affaire à des gamins qui se disent, c'est ce qu'a dit l'autre abruti de Mark Rutte, là, le secrétaire général de l'OTAN, Daddy Trump, Daddy, please Daddy, don't leave us alone. Voilà, on est avec des gamins qui peuvent pas se passer de leur père. Donc au bout d'un moment, le père finira par imposer sa volonté. C'est bien beau qu'ils gesticulent comme des adolescents attardés qui sont, mais à la fin, vu qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, on sera bien obligé de céder. Et le delta dans tout ça, c'est combien de morts sur le théâtre des opérations ? Combien de morts ? C'est ça qu'il faut se dire. Et puis combien de morts indirectes ? Parce que combien d'hôpitaux on a fermés pour aider l'Ukraine ? Combien de maternités on a fermées pour aider l'Ukraine ? Combien de retraites on n'a pas payées pour aider l'Ukraine ? Parce qu'il y a aussi tous les morts indirects partout en Europe de cette affaire. Il ne faut pas non plus les oublier. Ils n'ont pas pris une balle de Kalachnikov, mais ils sont morts quand même. Dans le chat, on dit si, il y a encore, histoire de te faire encore réagir. Si, on a encore quelque chose à envoyer, nous Français, en Ukraine. Ce sont nos généraux de plateau. Ah oui. Oui, là, c'est, j'en étais à l'idée des pilules pour les Michel, etc. Mais là, c'est les pilules, faut mettre de l'intraveineuse là. Les gars, je sais pas à quoi ils tournent. Et là, ils sont en sevrage. C'est quand je pense qu'on nous a ressorti l'autre soir Masha Merrill pour nous donner son analyse géopolitique du sommet en Alaska. Comme dirait un humoriste qu'on a cité tout à l'heure, au-dessus, c'est le soleil. Là, il y a... Mais après, il n'y a plus personne. Masha Merrill, que la Terre nous envie, déjà en tant qu'artiste, bien évidemment, et puis aussi en tant que géopoliticienne de renom. C'est-à-dire que nous, à côté, on est désolé, on n'est pas à la hauteur. Bon, les gens t'aimeraient face à Apolline de Malherbe. C'est vrai que ça monterait dans les tours. Je serais obligé de lui dire de se calmer, ça serait mal interprété. Voilà, c'est ça. Tout va bien se passer, c'est ça ? Voilà, tout va bien se passer, Apolline. Mais qui sont ces gens ? Non, mais sans blaguer, parce que c'est une question récurrente depuis 2022.
Ouais. Et je tiens à le redire, je l'ai dit sur Veille stratégique, je le redis ici, je n'irai jamais m'affronter à ces gens-là, non pas parce que j'ai peur d'eux, parce que alors là, mais parce que je ne vais pas me salir auprès de ces gens-là. Ces gens-là, je n'ai rien à dire avec eux. On a eu, puisqu'avec Régis de Castelnau, on a été sollicité à l'époque où on avait commencé à faire les vidéos sur sa chaîne Vue du droit à l'été 2022, puisqu'il était plus médiatique que moi, et qu'il l'est toujours d'ailleurs. Il avait été sollicité par LCI pour justement être interviewé et donner une espèce de résumé de nos positions. On en avait discuté, on avait dit non. Non, parce que le problème, bon, déjà, ça devait être enregistré, on ne sait pas ce qu'ils allaient couper, etc. Mais on ne va pas légitimer LCI. LCI est là pour tenir un discours qui est celui de Martin Bouygues depuis qu'il a obtenu, enfin son papa, le sarcophage de béton de la centrale de Tchernobyl, qu'il espère qu'il va faire des bénéfices monstrueux sur la reconstruction de l'Ukraine. Je ne suis pas là. Moi, je ne m'appelle pas Benoît Billan, hein, je ne suis pas là pour aller donner caution par ce que je suis et ce que je représente à ces gens-là. C'est pas possible, parce qu'ils pourront dire, bah, regardez, Ferreira, il est venu chez nous. Ah non, 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 je rentre pas dans ton bar à pute, moi. J'ai ma moralité. Hein, c'est pas possible. Ah bah si, je dis ça parce qu'ils sont payés, ces gens-là. Ces gens-là sont payés pour dire ce qu'ils disent. Faut pas l'oublier. C'est de la prostitution. Ouais. Voilà, c'est de la prostitution intellectuelle et morale. Donc moi, je suis pas là pour ça. Hein, je préfère subir tout ce que je subis comme ostracisme à commencer dans mon métier, hein, plutôt que d'avoir à me coucher devant ces gens-là. Ça n'est pas possible. Et je n'irai pas sur ces chaînes-là. J'irai pas sur CNews par rapport à tout un tas d'autres choses là qui concernent le Proche-Orient. J'irai pas sur BFM non plus parce que ces gens-là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein, je veux bien, moi demain, il y a des canaux de la résistance qui sont plutôt très à gauche ou ce genre de choses. Ça me dérangerait pas d'aller discuter avec des gens qui sont, je pense aux gens du pôle de rénovation communiste français, par exemple. C'est des gens avec Madame Lacroix-Rise, etc. Je suis pas d'accord avec eux sur plein de choses, mais je pourrais aller discuter avec eux parce que ce sont des gens sérieux. Ce sont des gens qui ont de l'argumentaire, qui ont des connaissances, qui ont ce genre et qui ont une épaisseur. On n'est pas d'accord, mais on peut dialoguer entre gens intelligents. Hein, mais là, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est Faust. C'est vendre son âme au diable, hein, cette affaire.